D'un côté catastrophe, disent les Palestiniens. Est-ce qu'on n'exagère pas la portée de ce document ? Vous savez, oui, on exagère la portée de ce document parce que c'est pas un document qui a établi l'État d'Israël, c'est pas avec une déclaration qu'on établit un État, c'est une déclaration qui avait exprimé une volonté du gouvernement britannique avec l'effondrement de l'Empire ottoman et le partage des restes de l'Empire ottoman. Bon, il est évident, lorsqu'on entend les Palestiniens aujourd'hui, en les écoutant, on a l'impression que si l'État d'Israël n'existait pas, tout irait le mieux dans le meilleur des mondes au Proche-Orient, alors qu'on sait très bien que le Proche-Orient est une région à feu et à sang pour des raisons qui n'ont rien à voir avec Israël, et qu'au contraire, Israël est le seul pays stable et à succès de cette région, et le seul pays surtout où les Arabes sont libres et vivent dans un pays à la fois libre et riche, c'est le seul pays de la région. Alors, de point de vue historique, quel était l'intérêt des Britanniques à l'époque de soutenir l'établissement d'un foyer national juif en Palestine? Alors, quand on lit les déclarations de Lord Balfour, en fait, c'était presque des raisons, je dirais, presque antisémites. C'est-à-dire qu'il disait, écoutez, les Juifs ont un tel pouvoir dans le monde, on va absolument, parce que c'était 1917, les Britanniques et les Français peinaient face aux Allemands, et du côté russe, on avait peur que les Russes quittent la bataille. Et Balfour disait, on a besoin de convaincre les États-Unis de se joindre à la guerre, et pour ça, il faut que les Juifs arrivent à utiliser de leur influence à Washington. Et du côté russe, on veut que les Juifs russes maintiennent la Russie dans la guerre. Donc vous voyez vraiment des propos très limites. Ils attribuaient aux Juifs une espèce de pouvoir international énorme qui permettrait de faire venir les États-Unis dans la guerre et de maintenir la Russie en guerre. Deuxième chose, et ça Balfour le dit également, en fait ce qui se passait c'est qu'un an avant, il y avait eu les accords Sykes-Picot sur le partage du Proche-Orient entre la France et le Proche-Orient. Et que disent les Britanniques? Nous ne voulons pas laisser à la France mécréante et athée l'accès à la Terre Sainte. C'est nous, les Britanniques chrétiens protestants, qui devons contrôler Jérusalem et la Terre Sainte. Donc vous voyez que les raisons étaient différentes de ce qu'on pense souvent aujourd'hui. Oui, c'est fascinant. Une dernière question concernant, on l'a vu, ces polémiques autour de la venue du Premier ministre israélien en Grande-Bretagne. Il va d'ailleurs être accueilli là, ce week-end par des manifestations pour protester contre lui. Comment vous expliquez justement ce grand écart en 100 ans qu'aujourd'hui, en Grande-Bretagne, il y ait ces relents d'antisémitisme et d'antisionisme? D'abord, il y a l'antisémitisme musulman, oui, qui est un phénomène pas seulement britannique, mais européen en général. Il y a également cette gauche, cette extrême gauche européenne, mais également britannique, qui est une espèce de religion en réalité qui divise le monde en bien et mal, et qui donc a décidé a priori que les Juifs, les États-Unis, c'est le mal, et qui a une vision complètement dichotomique du monde, et qui par conséquent attribue tous les maux de la région et du Proche-Orient et du monde à l'État d'Israël. C'est une vision très dogmatique évidemment du Proche-Orient, et une espèce de, suite à l'échec des idéologies d'extrême gauche, que ce soit le marxiste ou autre, cette nouvelle religion du bien et du mal, dans laquelle il faut choisir à l'avance les bons et les méchants, et les Israéliens, Israël se retrouve de leur point de vue dans le camp des méchants, et ils font là un lien contre-naturel avec l'islam radical. Donc on retrouve cette extrême gauche athée et anti-religieuse avec un islam radical, ce qui est quand même un comble. Merci beaucoup Emmanuel Navod.